Bonjour à tous et à toutes et à tous, y compris à ceux qui nous suivent, à distance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Antoine Lerat, directeur du GCS Thesis. Je suis très heureux de vous accueillir, ce soir pour un after work, en tout cas un après-travail dédié à l'intelligence collective, aux méthodes de travail innovantes, qui est le fruit de plusieurs mois de réflexion et de travail impulsé, par l'Agence régionale de santé que je remercie, qui est à nos côtés, ce soir. Le fruit aussi de réflexions menées avec nos membres pour officiellement vous présenter l'offre de service régional qu'on souhaite proposer à l'attention de nos membres autour des méthodes de travail innovantes et de l'appui à la transformation. Voilà, le groupement, le GCS Thesis, œuvre sur le territoire pour accompagner la transformation du système de santé. Sur le volet numérique, il nous semblait aussi essentiel, avec nos membres et avec l'ARS, d'aborder également le volet organisationnel et managérial, parce que notre conviction et la conviction qu'on porte avec l'Agence régionale de santé, c'est qu'il n'y a pas de transformation numérique sans aussi apporter des réponses sous l'angle organisationnel, humain et managérial. Et c'est l'intention qu'on a derrière cette offre de service qu'on vous présentera vers 19h. Mais avant ça, on a la joie d'accueillir avec nous Sacha Lopez pour une conférence d'une quarantaine de minutes, une conférence inspirante et aussi interactive sur les enjeux et les apports de l'intelligence collective dans le monde du travail. Il se présentera, hein, c'est quand même une référence, et il nous a formés aussi depuis plusieurs années, il nous a accompagnés. Et puis je remercie aussi vivement Moïse. On voulait aussi donner la parole à nos membres qui ont déjà, pour la plupart, expérimenté un certain nombre de choses et mis en œuvre un certain nombre d'actions. Et donc c'est Moïse Fontaine, le directeur territorial de l'ALEFPA, qui viendra nous en parler. Et on terminera par le clou du spectacle, Annie Bouavin, qui nous présentera les grandes lignes de l'offre de service qu'on souhaite vous proposer dès le début de l'année 2023. Certainement fin T1, mais je ne vais pas déflorer le sujet. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Sacha Lopez pour une conférence passionnante. Je ne sais pas qui a la main sur les diapos, mais Sacha, je coupe mon micro et je pense que c'est à toi. Ouais, bah, ça marche. Merci beaucoup pour cette introduction. Sacha Lopez, cofondateur du WorkLab, qui est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le collaboratif, les nouvelles façons de travailler. Je suis également l'auteur du livre Le guide de survie aux réunions ainsi que le guide de survie aux réunions à distance. Et je suis ravi d'être parmi vous virtuellement, même si ça aurait été bien aussi en vrai, mais virtuellement, c'est déjà pas mal. Et je ne sais pas si vous avez noté l'effort, j'ai un mur de la même couleur que votre charte graphique, ce qui prouve quand même la dévotion que je porte à Thésis. Je vais vous parler de collaboratif, de collectif. Et avant de démarrer, donc je vais vous faire une petite présentation. L'idée effectivement l'idée de cette conférence, c'est d'être le plus interactif possible pour que vous puissiez aussi interagir, que vous soyez présent physiquement ou à distance. Et donc je vais me permettre de partager mon écran. Alors pour démarrer, on va faire un petit jeu, d'accord? Un petit icebreaker et en bon français, un jeu d'inclusion, qui sont des exercices qu'on utilise pas mal et je vous expliquerai pourquoi à la suite, pour vous mettre en situation, pour échauffer un petit peu les neurones. Ça s'appelle des dingbats. Ce sont des énigmes visuelles, d'accord? Dans lesquelles en fait, il faut retrouver une expression, d'accord? Selon la forme de la police, la taille, tout ça, il faut retrouver une expression. Donc par ici, par exemple, ici, vous voyez, il y a l'énigme qui est là, vous voyez ce qui est écrit juste là. Et donc je vais vous demander de me dire quelle est l'expression qui se cache derrière cette énigme visuelle, derrière ce dingbat. À vous de répondre. OK, donc vous avez compris le principe. Ici, c'était couper la poire en deux. Maintenant que vous avez le principe, on va pouvoir démarrer pour de vrai. D'accord? Vous avez compris le principe des dingbats? Allez, c'est parti. Donc vous voyez bien l'expression, à vous de jouer. Voilà, super, top. OK, on va connecter. C'est parti. Alors, quelle est l'expression qui se cache derrière cette énigme visuelle? À vous de jouer. Vous allez devoir taper la réponse en toutes lettres, du coup, soit sur votre smartphone, soit sur l'ordinateur, d'accord? Quelle est l'expression qui se cache derrière cette énigme visuelle? La rapidité joue, hein. Plus vous répondez rapidement et plus vous gagnez de points. Dernière seconde.
Alors, l'arbre qui cache la forêt. Ah oui, pas mal, pas mal. J'ai l'impression qu'il y a du niveau. C'est presque trop facile. Pour conclure ce petit exercice-là. Donc ce petit exercice-là, c'est ce que, nous on appelle en facilitation donc un icebreaker, un jeu d'inclusion. Alors au-delà de l'aspect ludique que peut revêtir ce genre d'exercice-là, c'est aussi une façon d'engager les participants dès le départ d'un temps collectif, d'une réunion. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a remarqué qu'une personne qui ne s'exprime pas dès le début d'une réunion peut se sentir implicitement autorisée à ne pas intervenir dans la suite de la réunion. Donc, on est dans le mode un peu, je me mets au fond de la classe et j'attends que ça passe. Et donc, utiliser ce genre de petit jeu d'inclusion qui va engager les participants, qui va permettre de générer des interactions, c'est une façon concrète d'engager les participants et d'avoir plus de chances que par la suite du temps collectif, les personnes soient engagées. Et donc, engagées, ça veut dire aussi qu'on ait un meilleur résultat et qu'on fasse vraiment jouer la puissance du collectif, qui n'a de sens que si finalement on a tout le monde qui participe. Ça, c'est un des facteurs principaux de l'efficacité d'un groupe. Il y a eu pas mal d'études autour de ça qui nous montrent que finalement, un des facteurs clés dans la réussite, dans l'efficacité d'un groupe, c'est le fait que chacun soit engagé de façon équitable, que chacun vraiment participe. Et c'est ça qui va faire qu'un groupe fonctionne. Et pour démarrer le fond de ce sujet, si ça vous va, je vais vous parler donc du Superman, avec une révélation choc, qui est de dire que Superman n'existe pas. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette révélation choc? C'est tout simplement de dire que, l'homme providentiel qui seul va réussir à répondre aux enjeux, actuels de notre société, aux enjeux des organisations, ça n'existe pas. On est dans un monde finalement qui est devenu tellement complexe, avec un besoin de tellement d'expertise, de personnalité, de façon d'aborder, le sujet tellement différent qu'une seule personne seule ne peut pas répondre à ça. On est fatalement obligé de s'y mettre à plusieurs, on est fatalement obligé de faire jouer le collectif pour répondre aux enjeux de notre société. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être même une chance. Et ça, il y a pas mal d'organisations qui ont compris ça et qui ont mis en place des modes d'organisation, des modes de fonctionnement un peu différents. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, je vais peut-être pas tous vous les citer, mais alors, par exemple, Spotify. Spotify, vous devez connaître certainement, c'est l'entreprise qui propose le service de streaming. Spotify, ils ont géré vraiment leur organisation et l'application qu'ils proposent, ils ont découpé ça de façon informatique de telle sorte à ce que chaque équipe, de façon presque autonome, soit responsable d'une partie du logiciel, d'accord? Pour vraiment, responsabiliser au maximum l'équipe, vraiment jouer la carte du collectif, la responsabiliser et par conséquent la rendre autonome. Donc ils sont allés très, très loin, hein, dans cette mécanique-là. Vous savez, dans le monde informatique, on parle beaucoup d'agilité, donc mode de gestion de projet agile. Et vraiment, Spotify, c'est un exemple assez prégnant de ce que peut être une organisation agile poussée à son paroxysme. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans leur modèle, c'est qu'ils le partagent bien volontiers, ils partagent très régulièrement leur façon de fonctionner. Ils ont des schémas, des tutos pour savoir comment eux, ils ont réussi à s'organiser en mode agile et ils essaient de diffuser ça le plus largement possible. Donc ça, c'est un exemple dans l'informatique. Alors après, bon, il y a Google, Facebook qui sont un peu aussi dans cette idée-là. Après, on peut aussi aller chercher des exemples d'organisations un peu alternatives dans tout ce qui peut-être que vous connaissez, entreprise libérée, où là, finalement, on va assez loin aussi dans l'auto-organisation, l'autodétermination du collectif et vraiment cette idée de dire que c'est à la maille du groupe, de l'équipe, que l'on va pouvoir tirer le meilleur de l'organisation et pouvoir finalement la faire fonctionner au mieux parce que là, on est quand même dans des entreprises qui ont un but commercial et finalement, on se rend compte que c'est ce modèle d'organisation qui fonctionne le plus. Alors, on peut citer Favi, souvent on cite cette fonderie qui est en Picardie, qui est sur un secteur très concurrentiel, hein, puisqu'ils sont sous-traitants pour des pièces automobiles et qui ont aussi choisi un mode d'organisation basé autour de l'équipe, de la responsabilisation de l'équipe, vraiment de cette idée d'intelligence collective où finalement c'est le collectif qui lui-même va déterminer, enfin travailler avec ses clients, faire de l'innovation, être responsable de sa production. On a cette idée-là. Et peut-être que je pourrais vous donner quelques exemples aussi de clients qu'on a pu accompagner. Nous, on a beaucoup travaillé par exemple avec Vinci Construction Ouest, nous on est situé à Nantes, qui eux ont par exemple, de façon très opérationnelle et très concrète, choisi de déployer leur plan stratégique en mode collaboratif.
Donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont un plan stratégique à déployer. Ça, c'est un peu un passage obligé tous les 5 ans. Voilà, ils ont un nouveau plan stratégique avec des axes qui leur sont donnés. Et plutôt que de choisir de dire, ben voilà, nous, on va déployer ça, donc on a un jeu de slides qu'on va donner à chaque manager. Chaque manager doit aller voir chaque équipe pour expliquer, voilà les grands axes, voilà la stratégie à 5 ans, voilà ce qui va se passer. Et ils ont, bon, ça, c'est des choses qu'ils avaient déjà essayé et qui ne créent pas, à la fois pas beaucoup d'engagement, pas beaucoup forcément de compréhension non plus de la stratégie. Et donc, voilà, ça passe en gros, on lit les slides et puis on passe à autre chose. Pour vraiment mettre en mouvement l'organisation, eux, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de faire des ateliers sur chaque axe pour que finalement, sur base du volontariat, ce soit des salariés qui eux-mêmes déterminent, OK, ben, pour mettre en œuvre cet axe-là autour de l'environnement, quelles sont les actions qu'on va mettre en œuvre, quels sont les projets qu'on va lancer. Et donc, c'est vraiment les salariés qui, en mode collaboratif, ont déployé et donc rendu opérationnelle la stratégie du groupe. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et dans les clients aussi qu'on a accompagnés, peut-être pour vous donner un autre exemple, je peux vous parler alors de Pôle emploi qu'on est en train d'accompagner en ce moment, qui, eux, pour le coup, ont vraiment choisi de développer en interne une communauté de facilitateurs. Donc la notion de facilitateur, je vous en parlerai tout à l'heure, mais le facilitateur, c'est vraiment l'agent, on va dire, de l'intelligence collective. C'est vraiment la personne qui va mettre en musique, qui va mettre en mouvement cette intelligence collective. Et ils ont vraiment un réseau de facilitateurs internes qui est là pour créer cette émulation collective, animer concrètement des ateliers, des workshops pour faire participer le collectif et en tirer le maximum. Donc ça, c'est des exemples concrètement assez opérationnels de qu'est-ce que ça veut dire de mettre en musique le collectif. Et c'est peut-être pas un hasard si le World Economic Forum définit comme une des 4 compétences clés du XXIe siècle l'art de collaborer, hein. L'art de collaborer et dans le sens où comment est-ce qu'on fait pour tirer le meilleur d'un groupe? Donc on est avec un groupe à un instant T et comment est-ce qu'on va faire pour tirer le meilleur de ce collectif-là? Chose qui n'est pas forcément si évidente puisque collaborer, dans son étymologie première, donc co, c'est ensemble et labor, c'est le travail, donc travailler ensemble, c'est pas forcément quelque chose qu'on a appris dès notre plus jeune âge. On n'est pas forcément préparé à ça. Collaborer, souvent, alors même si aujourd'hui ça commence à changer, mais quand même, collaborer souvent à l'école, ça s'appelle tricher. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de collaborer à l'occasion d'une interrogation de maths, mais il est quand même assez rare que le professeur vous félicite pour votre sens du collectif, parce que effectivement, l'école, alors même si aujourd'hui ça commence à changer, et tant mieux d'ailleurs, mais l'école, elle ne promeut pas forcément intrinsèquement beaucoup de ces valeurs-là. Alors, quelqu'un qui serait très dans l'art de la collaboration, qui serait très dans l'échange, le partage, eh ben, il va avoir un bulletin potentiellement de notes qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on va le trouver dissipé, on va le trouver bavard parce qu'il a envie d'échanger, il a envie de partager, il va peut-être tricher parce qu'il a peut-être envie d'aider ses camarades, et puis parce qu'il est vraiment accro à ce travail collectif. En tout cas, ce ne sont pas que des valeurs qui sont valorisées dans le monde de l'éducation et ça va pas être évident. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas mon bulletin de notes. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas le cas. Euh, mais en tout cas, on a ça qui n'est pas forcément ancré très profondément en nous, et c'est pas si évident de savoir travailler. Et pour autant, quand on sort de l'école, donc à l'école, c'est pas quelque chose qui est forcément promu, et pour autant, quand on sort de l'école, on a tous les jours besoin de faire travailler un collectif, faire travailler un groupe, que l'on soit en mode projet, que l'on soit dans une équipe, que l'on soit dans une réunion, on est confronté pratiquement tous les jours à cet art de savoir comment faire collaborer un groupe et comment en tirer le meilleur. Parce qu'on est persuadé au Work Lab qu'un groupe, ça, c'est la version positive. On est persuadé qu'un groupe, ça peut être meilleur qu'un expert. On est persuadé du potentiel finalement du collectif. Alors pour illustrer ça, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Francis Galton. Francis Galton, c'est un statisticien qui a vécu dans les années 1900 au Royaume-Uni. Pour être plus précis, il était écossais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 1900 au Royaume-Uni, il y a pas mal de gens. Alors la démocratie était assez neuve comme système politique, et il y a pas mal de gens qui pensaient que c'était quand même pas la meilleure idée de la semaine. C'est-à-dire que cette espèce de nouvelle mode de démocratie qui consiste à dire qu'on donne le pouvoir de décision à n'importe qui,
ce n'était pas forcément une bonne idée et qu'il valait mieux laisser le pouvoir de décision entre les mains de personnes de sachants, de personnes d'une certaine classe sociale, d'experts, en fait. D'accord? Et c'était un peu la pensée la plus répandue à cette époque-là au Royaume-Uni. J'espère qu'aujourd'hui ça a changé, mais en tout cas, l'idée, effectivement, à cette époque-là, la démocratie, ce n'était pas forcément quelque chose qui remportait l'unanimité. Et Francis Galton, je vous ai dit, il est statisticien, et il pensait, comme la plupart de ses contemporains, que la démocratie, effectivement, n'était pas forcément une très bonne idée. Pour enfoncer le clou, pour démontrer que la démocratie n'était pas une bonne idée, il s'est livré à une expérience assez amusante, c'est-à-dire qu'il est allé dans une foire agricole, dans laquelle il y avait un jeu concours qui était organisé. Le jeu concours, c'était estimer le poids d'un bœuf. Donc, on avait un bœuf dépecé, d'accord? Et il fallait estimer son poids, être le plus proche du poids réel. Comment ça marche? On avait un petit papier, on mettait son nom, on mettait son estimation, on mettait dans l'urne à voter. Et à la fin de la journée, la personne qui avait donné l'estimation la plus proche du poids réel du bœuf, et ça plutôt avec un jambon, un filet garni, mais le principe est là, d'accord? Et donc Francis Galton, il dit ça. Il dit, tiens, pour un truc aussi simple que ça, estimer le poids d'un bœuf, moi je pense que cette idée que tout le monde a le droit de donner son avis et que finalement on va le faire de façon collective, je pense que ça n'a aucun intérêt et que il vaudrait mieux demander à quelqu'un de cultiver, en tout cas un expert du sujet, de prendre la décision. Et en l'occurrence, pour trouver un expert du sujet de l'estimation du poids du bœuf, bah, tout simplement, il se tourne vers un boucher et il lui demande effectivement quel est le poids de ce bœuf. Alors, à la fin de la journée, il ramasse dans l'urne tous les petits papiers d'estimation de chaque joueur au jeu concours et il la compare une à une à l'estimation faite du boucher. Et effectivement, prise une à une, la plupart des estimations, elles sont moins bonnes que celles du boucher. Mais souvenez-vous, Francis Galton, il est statisticien. Et donc, il ne peut pas s'empêcher de faire une moyenne sur l'ensemble des estimations qui ont été faites à l'occasion de ce jeu concours. Et à ce moment-là, il tombe, en faisant la moyenne, sur le poids exact du bœuf. Je laisse un petit moment de silence, parce que c'est quand même quelque chose qui, je trouve, est assez contre-intuitif. On a beaucoup et souvent l'impression qu'on on ferait mieux de faire appel à un expert systématiquement. Dans certaines conditions, et pour certains types de décisions, collectivement, on peut être meilleur qu'un expert. Donc ça, c'est plutôt un message d'espoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'experts dans la vie, mais ça veut dire que peut-être qu'on a parfois, on a tendance à donner un poids trop fort aux experts et qu'on a aussi cette puissance du collectif qui peut nous aider à prendre aussi de bonnes décisions dans certaines conditions et quand il est bien utilisé. Un deuxième message d'espoir que j'ai envie de passer, c'est que euh, collectivement, on peut aussi être infiniment plus créatif. Alors, pour démontrer ça, je vais vous parler d'un jeu qu'on joue régulièrement avec les personnes qui suivent notre formation. Ça s'appelle le QIC, le test du QIC, le test d'intelligence créative. D'accord? Ce test-là est assez simple. On demande aux participants de trouver un maximum d'alternatives pour découper un carré en 4 parties de forme et de surface identiques. Je vous la refais. Le jeu étant de trouver un maximum d'alternatives pour découper un carré en 4 parties de forme et de surface identiques. Dit en d'autres termes, on dessine des carrés, il faut que ça fasse 4 trucs à la fin, qu'il n'y ait pas de reste, d'accord? Et que les 4 trucs soient exactement les mêmes. OK? Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que spontanément, quand on réfléchit de façon individuelle, on va trouver 1, 2, 3, 4, 5 alternatives. Donc là, vous voyez quelques exemples. Effectivement, si on commence à tracer une croix sur le carré, forcément, on a 4 triangles, donc ça marche. Si on fait une croix dans l'autre sens, on a 4 carrés, ça marche. Si on tire des traits horizontaux, verticaux, très bien, ça fonctionne. Donc ça, c'est spontanément, on arrive à trouver un certain nombre de solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que son quotient d'intelligence créative, son QIC, dépend du nombre d'alternatives que l'on va trouver à cette question-là, à cette énigme-là. Donc, individuellement, généralement, les gens en trouvent 4-5. Ce qui est hyper intéressant dans cet exercice, c'est après l'avoir proposé de façon individuelle, on essaye de le proposer de façon collective. Donc, ça veut dire qu'on va faire jouer l'intelligence collective pour faire émerger un maximum d'idées.
pour faire vraiment de la créativité, du brainstorming dans le sens premier du terme, c'est-à-dire on va essayer à partir des idées des autres d'en générer de nouvelles et tout. Et ce qui est sympa, c'est que, alors ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, la dernière formation que j'ai donnée, il y a eu un participant qui m'a donné la solution qui est en haut à gauche. Je ne sais pas si vous la voyez, le carré avec les vagues. Alors cette solution-là, soyons très clairs, elle n'est pas bonne en fait, hein, puisque concrètement, on a 4 parties, mais qui ne sont pas identiques, hein. Vous avez compris que les parties en haut et en bas, elles ont une ligne droite et une ligne courbe, donc ce ne sont pas les mêmes que celles qui sont au milieu. OK? Donc ça, c'est une erreur. Il n'empêche que, généralement, quand quelqu'un commence à proposer ce genre de solution-là, les autres participants commencent à se dire: «Ah mais oui, mais c'est vrai qu'on est resté sur des lignes droites. En fait, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour découper notre carré, utiliser des lignes courbes et pourquoi pas tracer un axe de symétrie et puis mettre des lignes courbes ou tout simplement faire des choses qui ressembleraient à des yin et des yang?» Commencer en fait à trouver d'autres alternatives et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'une mauvaise réponse, donc en haut à gauche, notre carré est découpé en 4 parties qui ne sont pas égales, à partir d'une mauvaise réponse, le collectif, on va pouvoir rebondir pour générer finalement de bonnes idées. Et ça, c'est vraiment aussi la puissance du collectif, notamment pour tout ce qui est créativité, puisque c'est vraiment le principe du brainstorming. Une mauvaise idée à soi peut générer dans le cerveau de quelqu'un d'autre une bonne idée. Et donc, c'est tout l'intérêt aussi du collectif. Et donc, généralement, quand on commence à jouer l'exercice en collectif, très rapidement, on se rend compte, et peut-être que vous vous en rendez compte également, qu'il existe en fait une infinité de solutions. Donc ça, c'est un message d'espoir. Individuellement, on arrive à trouver 4-5 solutions. Et puis quand on est en collectif, on arrive à trouver une infinité de solutions. Ou souvenez-vous que le quotient d'intelligence créative dépend du nombre de solutions que l'on a trouvées. Et donc, collectivement, on est infiniment plus créatif. Donc ça, c'est le deuxième message d'espoir qui nous montre qui nous démontre la puissance du collectif. Mais collectivement, on peut aussi être très con. Ça, je pense que vous le saviez peut-être déjà. Alors attendez. Je me demande si... Je vais vous partager une expérience. Je ne sais pas si vous aurez le son. Mais si ce n'est pas le cas, je vais vous la commenter en direct. Vous n'avez pas le son, non? On n'a pas le son, Sacha. Ouais, c'est pas grave, je vais la commenter en direct. Donc c'est une expérience qui a été menée pour les besoins d'une émission. Alors à une époque, elle était sur Netflix d'ailleurs, cette émission. Donc en fait, on est dans une salle d'attente, je ne sais pas si vous voyez, et il y a un bip. Régulièrement, il y a un bip dans cette salle d'attente. Et au bip, toutes les personnes dans la salle d'attente se lèvent. D'accord? Sans raison. Alors, pourquoi elles se lèvent, en fait, ces personnes? Parce qu'elles ont été payées par la production, OK? Pour les besoins du jeu, pour faire ce test sociologique, OK? Donc toutes les personnes se lèvent, sauf une personne qui est la personne en violet, vous voyez? La jeune femme avec les cheveux bruns en violet, et qui, elle, en fait, n'est pas une personne qui a été payée par la production, mais qui, au final, vous allez voir, se lève aussi parce qu'elle a envie de faire comme tout le monde. Et donc petit à petit, alors ce qui est quand même assez étonnant dans cette expérience, c'est que petit à petit, bon, ben, les gens forcément, ils vont dans leur rendez-vous médical. Et du coup, à la fin, donc ça continue à sonner, et à la fin, elle se retrouve toute seule. Ça continue à sonner. Et elle se lève toute seule. D'accord? Donc la sonnerie retentit, et même si finalement elle n'a plus la pression du groupe autour d'elle, elle continue. Alors là, ce qui est assez magique dans cette expression, dans cette expérience, c'est que là, ils commencent à introduire des personnes qui n'ont rien à voir avec l'expérience. Pour le coup, eux, ce ne sont pas des gens qui sont payés par la production, d'accord? Donc elle, au bip, elle continue à se lever. Donc là, vous voyez un peu la tête du gars qui est un tout petit peu surpris de voir l'attitude de la jeune fille. Donc le gars lui demande, hein, pourquoi est-ce que vous vous levez? La personne lui dit, bah, tout le monde fait ça. Juste ça, hein. Et vous allez voir, ce qui est assez terrible, c'est qu'au prochain bip, bah, lui aussi il va se lever. Donc ça, c'est assez terrible. Et dans l'expérience, par la suite, il y a d'autres personnes qui rentrent en jeu, qui elles-mêmes sont aussi des personnes qui n'ont pas été payées par la production et qui, au final, vont rentrer dans ce qu'on appelle le conformisme, en fait, vont rentrer là-dedans
et vont elles aussi se lever sans raison sur le bip, même si finalement plus personne ne fait ça. Et on ne sait même plus pourquoi est-ce qu'on fait ça, mais juste pour se conformer au groupe, on va continuer à faire ça. Alors ça, c'est intéressant parce que ça met en lumière un des pièges qu'on va retrouver dans le groupe, dans la pensée de groupe, c'est du coup ce qu'on appelle le conformisme. Okay, alors le conformisme, c'est quelque chose qui a été mis en avant par un psychologue américain qui s'appelait Solomon Asch. Dans les années 70, il avait fait une première expérience avec un peu dans ce style-là. Alors, ce n'était pas exactement la même expérience, mais c'était vraiment la même mécanique. Et il s'était rendu compte que finalement, dans 70% des cas, les gens, même s'ils savaient que ce qu'ils faisaient n'avait aucun sens ou c'était une mauvaise réponse, ils s'alignaient sur la décision du groupe. D'accord ? Et ça, ce conformisme-là, ça s'explique, alors de pas mal de façons différentes. Ça s'explique, c'est ancré en nous de façon très profonde. On est des animaux sociaux et on a besoin d'être dans le groupe parce que pendant très longtemps, être dans un groupe, c'était une question de vie ou de mort. À l'époque où on était des hommes des cavernes, il valait mieux avoir tort avec tout le monde, mais rester dans la grotte près du feu, que finalement être le seul à avoir raison et potentiellement se faire virer du groupe et se faire bouffer derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est ancré en nous très profondément. D'accord ? Et c'est un des principaux pièges quand on fait travailler un groupe. Hein. Elle n'est pas forcément que mauvaise parce que pour plein de cas différents, ça peut marcher. Alors moi, je me souviens par exemple à une époque, j'habitais dans une rue, peut-être que vous avez vécu ça vous aussi, où 15 jours il fallait se garer d'un côté, 15 jours il fallait se garer d'un autre côté. Je vous avoue que je n'ai jamais vraiment su quelle quinzaine en était, mais à chaque fois, je regardais où les gens étaient garés, je faisais la même chose qu'eux, et au final, ça fonctionnait. Au final, ça fonctionnait parce que dans beaucoup de cas, le groupe a raison, en fait, le collectif a raison. Donc, dans beaucoup de cas, ça peut être intéressant. Il n'empêche que quand on veut faire travailler un groupe, quand on veut faire émerger l'intelligence collective d'un groupe, là, pour le coup, le conformisme, ça peut être un piège parce que ça va limiter la pensée du groupe, ça va l'appauvrir. D'accord ? Il y a plein de cas dans l'histoire qui sont liés à des décisions qui ont été prises à cause de ce phénomène-là et qui ont été catastrophiques. Alors, un des plus grands exemples, c'est notamment le débarquement dans la baie des Cochons ou l'attaque de Pearl Harbor. Ce qu'on a su, c'est que quelques semaines avant l'attaque de Pearl Harbor, les Américains avaient détecté des sous-marins japonais. Ils avaient vu aussi des avions. Enfin, ils avaient plein d'indices. Enfin, ils avaient un système de renseignement qui était hyper performant déjà à l'époque. Donc, ils avaient plein d'indices qui leur disaient qu'ils allaient peut-être être attaqués. Sauf que l'effet de groupe de ceux qui ont décidé a fait que, au final, il n'y a personne qui a voulu avoir une voix discordante par rapport à la pensée globale du groupe. Et donc, ils sont tous restés sur cette décision, disant on ne craint rien, on est des Américains, voilà, il ne va rien se passer. Et on arrive à des décisions qui sont effectivement catastrophiques. De façon peut-être un peu moins extrême, peut-être que vous aussi, vous avez déjà vécu certainement du conformisme. Le conformisme, on le voit, je trouve, souvent dans les groupes quand on fait travailler des groupes, notamment à l'occasion de réunions. Si vous faites un tour de table, par exemple, vous avez une forte chance que le premier dise quelque chose, le deuxième quelque chose, et puis à partir du 3, 4e, en fait, les gens vont naturellement, même sans y réfléchir, sans le vouloir, s'aligner sur la pensée du groupe, et puis on va finir par oui, bien sûr, tout ça. Moi, je sais que pendant très longtemps, je concluais mes formations par un tour de table, en me disant ça va être un bon moyen d'avoir l'avis des gens. En fait, bon, les tours de table, c'est sympa, mais ce n'est pas un bon moyen d'avoir l'avis des gens, parce que globalement, au bout de 2-3 personnes, tout le monde s'aligne sur le groupe et personne n'a envie d'être un peu à l'écart du groupe. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Pour limiter le conformisme, je vais vous donner des clés après, par la suite, des choses un petit peu opérationnelles pour concrètement, dans un groupe, comment limiter ça. Alors, il ne faut pas non plus devenir psychorigide avec ça et se dire, oh là là, il faut absolument qu'on ne s'influence pas. C'est comme ça, c'est naturel et ce n'est pas forcément mauvais. Mais en tout cas, dans certaines conditions, quand on a envie de tirer le meilleur du collectif et qu'on a vraiment envie d'avoir l'opinion de chacun pour produire un résultat, pour prendre une décision, il faut utiliser des mécanismes qui vont nous aider à limiter cet effet-là et d'autres effets aussi que l'on retrouve dans un groupe parce que forcément, il y a le pendant positif, un groupe, on est meilleur que des experts, on est infiniment plus créatif, mais pour autant, on peut aussi tomber dans des pièges qui sont dangereux. Et pour éviter ces pièges-là, eh ben, il y a un rôle qui est important, c'est le facilitateur. Donc, le facilitateur, ça va être la personne qui va être finalement en charge de guider le groupe et l'aider à éviter tous ces pièges
qui pourrait faire qu'on va appauvrir la pensée du groupe, on va appauvrir le résultat du groupe. D'accord? Donc, un facilitateur, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette idée de dire que c'est la personne qui va permettre de tirer le meilleur du collectif et qui va notamment aider à travers une série d'exercices, à travers un cadre qui va poser dans le travail collectif, qui va essayer de guider le groupe pour lui éviter de tomber dans ces pièges-là. Parce qu'on est persuadé, du coup, au WorkLab, que alors, cette équation-là, je trouve que finalement, elle décrit assez bien la puissance du collectif et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire du collaboratif. Alors, c'est intéressant de faire du collaboratif, on l'a vu tout à l'heure, parce que on est plus créatif à plusieurs, parce que on peut être meilleur qu'un expert, ok, mais c'est aussi un très bon outil collaboratif d'accompagnement au changement. Cette équation, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que l'efficacité, pardon, le E, c'est l'efficacité d'une idée, elle est égale à sa qualité multipliée par l'adhésion. L'efficacité d'une idée est égale à sa qualité multipliée par l'adhésion. En d'autres termes, si vous êtes seul à avoir une idée d'une qualité exceptionnelle, mais que finalement personne n'y croit, que vous ne remportez pas l'adhésion sur votre idée, finalement, d'accord? Ça veut dire que vous n'allez pas emporter le truc et que finalement vous allez rester seul avec votre idée géniale. À l'inverse, si vous avez une idée moyenne, mais qui remporte vraiment l'adhésion, tout le monde y croit à cette idée, vous avez une efficacité très forte. Vous allez pouvoir la déployer, vous allez pouvoir transformer l'organisation, vous allez pouvoir aller de l'avant avec cette idée-là. Et donc, comment est-ce qu'on remporte l'adhésion? Comment est-ce qu'on fait adhérer les personnes? Alors, à part la menace physique, bon, je sais qu'il y a certains pays qui pratiquent ça, mais à part la menace physique, finalement, la seule façon de faire adhérer à une idée, c'est que l'idée, elle vienne de soi, ou en tout cas, elle vienne en partie de soi. D'accord? Moi, j'ai tendance à dire que les gens ne sont d'accord qu'avec les idées qu'ils ont produites. Et d'ailleurs, c'en est même parfois un peu caricatural. Je cite souvent cette anecdote, mais on a travaillé pendant longtemps avec Se Loger. Vous savez, la plateforme là où on peut retrouver des appartements, des annonces. Et la directrice commerciale de Se Loger nous racontait qu'une fois, elle avait essayé de travailler avec ses commerciaux sur un argumentaire de vente. Et donc, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait travaillé un argumentaire de vente au préalable. Elle l'avait proposé à ses participants, à son équipe commerciale. Et en fait, elle avait été accueillie plutôt froidement, puisque la plupart des commerciaux lui avaient dit: «Mais non, c'est pas du tout notre contexte, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne, l'argumentaire peut pas coller avec nos trucs, c'est pas du tout comme ça». OK. Donc elle avait essayé d'imposer une idée qui peut-être était de qualité, mais finalement elle n'avait pas remporté l'adhésion, donc ça fonctionnait pas. Donc elle a dit: «Pas de souci, on va jouer le truc un peu différemment. On oublie cet argumentaire commercial et on va le construire ensemble, on va le co-construire, d'accord? Donc on va donner une partie de la solution, c'est vous qui allez l'apporter». Et donc, alors, ce qu'elle nous disait, c'est qu'au final, l'argumentaire, à une question près, c'était le même argumentaire que ce qu'elle avait produit, mais pour autant, ça venait des gens, donc ça venait de l'équipe commerciale. Et donc, à la fois, ils étaient plus détracteurs de quelque chose, mais ils étaient plutôt ambassadeurs. Ils savaient le défendre. Ils avaient pris le temps aussi, ça c'est important, de se l'approprier. On ne leur avait pas donné un truc directement tout cuit dans le bec en disant ben voilà ce qu'il faut faire, et à partir de maintenant, c'est ça. Ils l'avaient, il s'était approprié, ils l'avaient construit. Et l'idée derrière ça, c'est pas de se dire qu'il faut manipuler les gens en leur donnant des trucs, en faisant croire qu'ils vont faire. Hein, c'est pas ça. C'est que collectivement, finalement, on trouve des choses d'une qualité équivalente, si ce n'est mieux que ce qu'on peut faire seul, mais que le fait effectivement d'engager les participants dans cette co-construction, c'est vraiment une façon de conduire le changement et de les aider à s'approprier l'idée et à la défendre, et donc finalement à augmenter l'efficacité de ce qu'on va produire. Ça, c'est une façon aussi de faire ce que nous on appelle éviter le syndrome du château de sable. Peut-être que vous l'avez vécu. Enfin, ça, je trouve que c'est quand même vachement important dans le côté facilitation. Et je pense que dans l'offre qui va vous être proposée par la suite, il y a vraiment cette idée-là aussi d'avoir alors des choses très opérationnelles pour animer les temps collectifs au quotidien, mais aussi peut-être cette démarche-là d'utiliser le collaboratif pour en faire carrément un outil d'accompagnement au changement. Ça permet notamment d'éviter ce que nous on appelle le syndrome du château de sable. C'est-à-dire que vous avez une solution. Alors moi, j'étais consultant pendant très longtemps. Et pendant très longtemps, je proposais des diagnostics, des préconisations, des solutions, tout ça de façon un peu seule, en prenant quelques avis à gauche, à droite. Je proposais la solution et à la fin, les gens me disaient: ouais, bon, c'est super, mais bon, ça, c'est le truc du consultant, hein, ça marchera à peine dans notre contexte. Donc, l'idée, c'est plutôt que de faire ça seul, c'est mieux d'engager dès le départ, en fait,
plutôt que de travailler un dossier et de se le faire démonter à la fin par des personnes qui vont dire « Ah ben non, ça ne marche pas parce qu'il y a un risque ici, parce que niveau RH, ce n'est pas possible », autant engager les personnes à qui on va présenter ce dossier-là dès le départ pour qu'ils puissent donner leurs remarques dès le départ et donc rendre la solution qu'on va proposer plus robuste et puis aussi et surtout rendre ces personnes-là ambassadrices de la solution. Elles ne sont plus détracteurs, elles ne sont pas en opposition, mais la solution finalement à la fin, quand on l'a produite, elle leur appartient un peu, c'est un peu leur solution et donc ils ont aussi à cœur de la défendre et ça c'est aussi quand même une des puissances du collaboratif de cette façon de fonctionner. Si je rentre sur des choses très concrètes pour se dire finalement, opérationnellement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, libérer la potentiel du collectif, ça peut vouloir dire de façon très simple, d'utiliser alors je sais qu'ils n'ont pas toujours très bonne presse, mais il y a un intérêt, très concret autour de ça, d'utiliser notamment des techniques, à base de post-it. Des post-it avec ce que nous on appelle le temps de réflexion individuel préalable, le TRIP. Donc c'est vraiment individualiser un temps de réflexion individuel sur un sujet. Pendant 5 minutes, on écrit des post-it et après chacun se lève à tour de rôle et vient les coller. En utilisant cette mécanique-là, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du côté trivial d'utiliser des post-it, on va limiter, voire on va complètement éliminer le conformisme. Parce qu'au moment où on écrit ses idées, on va produire sa réflexion, on ne sait pas ce que pensent les autres. D'accord? Et notamment, on ne sait pas ce que pense son directeur, son manager, on n'a pas d'idée. Donc, une fois qu'on l'a écrit, eh ben, on est bien obligé de l'assumer. Et donc, on a une assurance que finalement, chacun s'exprime à hauteur de ses idées. Et ça, c'est hyper important aussi, de se dire que le post-it aussi, c'est un gros effet régulateur. Quelqu'un qui a beaucoup d'idées, il va écrire beaucoup de post-it. Et même s'il est timide, finalement, il aura finalement plus de choses à dire que quelqu'un qui a une aisance à prendre la parole, mais qui, au final, a produit assez peu de post-it et donc a assez peu de choses à dire. Donc, ça a un effet régulateur, le post-it, qui est assez intéressant, notamment quand on commence les démarches autour du collaboratif, parce que ça va permettre vraiment à chacun de s'exprimer à hauteur de ses idées et de limiter au maximum ce piège qui est le conformisme quand on travaille en groupe. Et puis peut-être une autre clé aussi très concrète, très opérationnelle que je pourrais vous livrer, c'est d'utiliser du time boxing. Alors, le time boxing, c'est un mot un peu sympa pour dire un concept très simple qui est juste de minuter ses séquences. Vous connaissez peut-être, vous avez déjà entendu parler de la loi de Parkinson qui nous dit qu'une tâche finit toujours par prendre le temps qu'on lui alloue. Et globalement, euh, si vous vous dites on a une réunion de 2 heures, ben, vous allez rester 2 heures en réunion. C'est quand même très rare qu'au bout d'une demi-heure, on se dise ah oui, on est allé au bout et on peut, et à la semaine prochaine, vous êtes libéré. Parce que bah, on a cette idée-là et que finalement, on va combler tout l'espace-temps qui est disponible. Et bien à l'inverse, limiter le temps disponible, et moi je sais qu'il y a pas mal de nos clients, notamment, qui sur les réunions à distance, se sont donné une hygiène de vie qui est de dire que les réunions, elles finissent toujours 10 minutes avant. Donc une réunion d'1 heure, elle dure en fait 50 minutes. D'accord? Donc par exemple, une réunion de 14h à 15h, et bien en fait, par défaut, elle se finira à 14h50. Ça a plein de vertus, notamment sur la Zoom fatigue, la fatigue notamment qu'on peut avoir sur les réunions à distance, mais ça a aussi cette idée de dire que plus on réduit le temps, plus on pousse les gens à aller à l'essentiel. Et pour le faire, je ne saurais que trop vous inviter à utiliser un minuteur. On en a tous dans nos smartphones. Donc, utilisez un minuteur pour rappeler le temps et engager les personnes à vraiment se concentrer, aller à l'essentiel et en produire pour le temps qui est imparti. Donc, minuter les séquences, ça c'est hyper intéressant. Et quand on minute les séquences, notamment quand nous on le fait en facilitation, il faut utiliser ce qu'on appelle la règle des 4K. Si vous dites on a une réunion de 50 minutes, il faut se dire au début, on donne 50 minutes, à la moitié du temps, aux 3/4 et 5 minutes avant, pour vraiment aider les personnes à se repérer temporellement et les pousser à aller à l'essentiel et donc du coup gagner du temps. Donc là, le time boxing, ça peut être aussi une clé, une pratique très simple à mettre en œuvre, mais qui peut vous faire gagner redoutablement en efficacité. Si vous avez envie d'aller plus loin autour de ces sujets-là, ben voilà, je vous l'ai dit, hein, au WorkLab, on a écrit des livres autour de guides de survie réunion en présentiel et à distance. Et pour conclure cette intervention, je vais conclure par une citation, parce que c'est toujours bien de conclure par une citation quand même. On est convaincu qu'un petit groupe engagé et réfléchi est capable de changer le monde. D'ailleurs, rien d'autre n'y est jamais parvenu. On est vraiment dans cette idée qu'il faut avoir les clés pour pouvoir faire travailler un collectif, pour à la fois trouver les leviers pour en tirer le meilleur et puis éviter les pièges. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sacha.
Je pense que vous avez compris au travers de cette rapide intervention les enjeux et l'intérêt du collectif, mais aussi que surtout, ça ne s'invente pas. Il y a à la fois des postures, il y a des outils issus de travaux de recherche scientifique. Voilà, moi j'aime bien la règle, une tâche prend toujours le temps qu'on on lui a alloué, et ça c'est essentiel, mais aussi l'intérêt des post-it. Peut-être certains d'entre vous en ont marre, mais je trouve que c'est un vrai levier, un vrai outil. Encore faut-il qu'il soit bien utilisé pour du coup sortir d'un certain nombre de biais. Merci beaucoup Sacha. C'est un peu l'esprit en avant-première de ce qu'on souhaite aussi infuser, en tout cas diffuser à nos membres au travers de l'offre régionale qu'on va vous présenter tout à l'heure. Mais juste avant, on va laisser la parole à Moïse, qui va nous faire un retour d'expérience, qui va nous raconter ce qu'il a mis en œuvre et pourquoi et quels effets ça a produit sur son organisation. Parfait, merci. Du coup, une conférence inspirante et qui résonne dans nos pratiques à la LEFPA. Donc, je suis directeur territorial de la LEFPA, qui est une association nationale implantée à La Réunion depuis une cinquantaine d'années maintenant. Donc, une association qui a dans son ADN les mots-clés que vous voyez ici dans le nuage de mots. Donc, une association qui intervient autour du handicap, de l'inclusion sociale, de la protection de l'enfance et aussi du sanitaire sur le territoire métropolitain. On est également dans les Caraïbes. Donc, la LEFPA, donc c'est 60 ans d'aventure humaine maintenant, donc accompagne des enfants, adolescents, adultes. Mais la LEFPA, c'est aussi un employeur qui recrute, fidélise, accompagne aussi dans leur parcours 3000 salariés au niveau national et pas loin de 700 collaborateurs là sur le territoire de La Réunion. On a également des collègues coéquipiers là qui sont sur Mayotte. Donc, un employeur qui évolue dans un contexte en mouvement, dans un monde qui bouge. Sacha l'a très bien rappelé tout à l'heure, donc j'ai essayé de remettre quelques notions clés. On faisait allusion tout à l'heure à la gamification du coût du travail. Effectivement, le jeu devient un levier intéressant, important pour mobiliser les troupes autour de projets. Ça passe par les inclusions, les déclusions, et puis entre les deux, des petites animations pour les pauses avec les équipes. Donc, un employeur qui est confronté et face effectivement à de grands défis sur le plan managérial. Et depuis 3 ans maintenant, la LEFPA donc, a tiré le fil là, de l'intelligence collective. D'abord, quelques collaborateurs, de par des initiatives privées, particulières, se sont intéressés au sujet, se sont formés, et puis qui ont ramené on dira, leur intérêt au sein du collectif. La gouvernance s'en est saisie, au point où le conseil d'administration de l'association a voulu utiliser les méthodes d'intelligence collective pour bâtir son projet associatif. Donc ça nous a pris pas loin de 2 ans, la crise Covid étant passée aussi par là. Mais ça n'a pas empêché donc, la méthodologie de se penser au niveau national, mais aussi au sein des territoires, avec une organisation donc fondée sur des larges méthodes de concertation, donc des forums, des World Café. Donc à La Réunion, on a réuni plus de 100 personnes, donc des personnes que nous accompagnons, donc les usagers dans notre secteur d'activité, les professionnels bien évidemment de nos établissements, mais aussi les familles, mais aussi nos financeurs et aussi des partenaires. Donc toutes ces parties prenantes-là se sont réunies autour des thématiques ou des sujets de société identifiés par l'association, et on les a amenés en fait à réfléchir autour de ces sujets, notamment la société inclusive, notamment la transition énergétique et écologique, la transformation numérique, le vieillissement de la population. Donc finalement, le projet associatif, il a été bâti grâce à cette méthode, grâce à ces méthodes, à ces pratiques, et il a inscrit en fait en son sein l'approche finalement collaborative. Et notre gouvernance, notre direction générale nous invite maintenant à nous, professionnels de terrain, des territoires, à pouvoir utiliser donc ces méthodes au travers de nos réunions fonctionnelles, nos réunions de pratiques quotidiennes, au travers d'événementiels qu'on peut nous-mêmes mettre en place, animer ou co-animer avec notre partenaire, ou au travers de projets que nous portons sur le territoire. Donc les méthodes d'intelligence collective, on est passé, on dira, de la philosophie, que Sacha vient de décrire parfaitement, à vraiment une action concrète, opérationnelle avec nos collaborateurs. Pour ce faire, on s'est fait accompagner par un organisme qui s'appelle Sensenco, donc ce n'est pas le seul, bien évidemment. Donc Sensenco qui nous a aidé à structurer ou à re-questionner
notre comité de direction au niveau local, qui nous a accompagnés aussi donc, sur la démarche du forum associatif et donc du projet associatif. Ça nous a permis en fait de re-questionner donc, la vision. Donc on a eu ce qu'on appelle un atelier vision. On a retravaillé, on a remis en questionnement donc, nos rituels et quelque chose qui est un peu plus, enfin en tout cas récent pour nous, donc le management visuel, les instances de synchronisation. Donc on a un peu tout remis en questionnement. Faire équipe, faire système, l'approche systémique, l'écosystème dans lequel on évolue. Donc ça aussi, on a touché cette réalité du doigt. Et puis donc l'atelier raison d'être. Je vous ai mis quelques photos qui sont vraiment récentes parce que ça date de lundi. On a dans notre projet associatif, donc on a l'ambition de pouvoir le décliner ou l'interpréter sur chacun des territoires. Donc chaque territoire est invité à écrire son projet territorial. Et du coup, on le fait effectivement avec chacune des équipes. Donc là, en l'occurrence, c'est l'équipe de la direction territoriale qui est basée à Saint-Pierre. On a pu identifier certains sujets et on a abordé effectivement, on a identifié ensemble une méthodologie d'approche qui va questionner la vision, les relations au travail, le management de la mission et l'organisation. Donc on met, vous voyez un peu ce qui a été dit par Sacha tout à l'heure, les post-it pour libérer la parole. Donc il y a des cartes de jeu Dixit que vous connaissez sans doute pour les initiés. Donc les groupes de travail, les réflexions individuelles, les petits groupes de travail, et puis ensuite le partage en collectif, et puis un livrable qui se fait de manière schématique ou sous format un peu de représentation dessin, et qui donne ensuite lieu à une production bien évidemment et un suivi. Donc toute cette démarche ou cette philosophie un peu, donc on l'acquiert, on la partage avec nos collaborateurs, on essaie de la faire vivre vraiment au plus près et au sein de chacune de nos instances, des réunions de service, des réunions institutionnelles, les comités de pilotage, que ce soit le comité éthique, le comité de pilotage qualité, le comité de pilotage prévention, notre CSE, tout ça pour vous dire que du coup ces méthodes-là sont aussi utilisables, applicables, à bon escient bien évidemment, dans différentes instances. Donc l'idée étant de pouvoir identifier les thématiques, de s'accorder aussi le temps de la réflexion, parce qu'une réunion qui va être finalement productive et efficace, c'est une réunion qui est bien préparée. Donc ça demande du temps en amont, ça demande du temps pendant, et ça demande aussi du temps en suivi. Donc on a au niveau de l'association 2022 donc le projet qui est établi, le projet territorial qui est en train de se construire, où on va laisser bien évidemment une large place à la dimension managériale et à toute la dynamique collective, collaborative qu'on souhaite développer pour faire face aussi aux défis finalement qu'on rencontre dans notre secteur d'activité, mais dans la société de manière large. Les équipes sont en demande aussi de ça, donc elles ne veulent plus de réunions, on dira statiques. La ligne hiérarchique, comme ça a prévalu pendant un certain nombre d'années, donc ça ne fonctionne plus. On le voit, on l'entend. Les gens, ils ont d'autres aspirations. Donc notre rôle de manager, c'est aussi de se dire finalement comment on peut faire différemment pour atteindre l'objectif, le cap. On le décide ensemble, chacun bien évidemment dans ses prérogatives, mais ensemble, effectivement, on fait le bout de chemin, le bout de chemin ensemble. Donc, la citation d'Edgar Morin, qui est une des références en matière de pensée complexe, je pense résume bien le cœur du sujet, c'est-à-dire que la connaissance, finalement, c'est un océan d'incertitude. Sacha faisait allusion tout à l'heure à l'erreur, à l'expérimentation, donc le petit pas qu'on fait, la petite erreur qu'on peut commettre, mais qui est aussi source finalement d'apprentissage. Donc ça, c'est ce qu'on dit aussi à nos collaborateurs, à nos équipes. Finalement, il y a beaucoup de choses que l'on sait, mais il y a surtout beaucoup de choses que nous ne savons pas et que du coup nous apprenons aussi avec elles. Et on s'installe du coup dans un mode de fonctionnement d'organisation apprenante. Aujourd'hui, le directeur que je suis, je peux dire à mes collaborateurs, je ne sais pas. Mes prédécesseurs ne le disaient pas. Ça ne se pensait pas, on ne pouvait même pas l'imaginer. Le directeur d'établissement ne pouvait pas savoir quelque chose. Donc aujourd'hui, ça se sait et finalement, on s'enrichit les uns les autres. Mais ça, c'est effectivement une disposition d'esprit, c'est une culture aussi qui se développe, ça fonctionne avec un certain nombre de collaborateurs et puis il y a des mécanismes de résistance qui se mettent aussi en place. Donc ça, c'est une réalité de nos organisations aussi de travail.
Donc voilà Antoine, de manière un peu rapide, là où on en est au niveau de la LEFPA, donc avec une vraie volonté là d'avancer dans ce chemin, et puis en sachant que c'est un chemin avec un parcours plutôt, avec des hauts et des bas. En tout cas, on apprend tous les jours. Merci, Voilà. merci beaucoup Moïse pour ce retour. Pour ce retour concret, hein, qui est l'illustration pratico-pratique de c'est pas du rêve et c'est pas que des diapos et c'est pas que des post-it, mais c'est vraiment un outil. En plus, chez toi, vous l'avez entamé par le bas, c'est venu de l'initiative des collaborateurs. Tu as bien aussi parlé du changement de posture aussi du manager et de l'impact fort que a ce genre d'approche en se disant on fait confiance à l'homme, on fait confiance au collectif. Ça change le rapport aussi du manager avec son équipe. Mais je pense que c'est aussi, enfin, si vous êtes là, c'est que vous avez aussi une certaine appétence ou vous avez aussi fait des choses dans vos établissements, hein. On n'a pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Mais vraiment, je vais laisser la parole à Annie pour vous présenter un peu l'offre de service telle qu'on voit l'offre de service régionale qu'on va proposer à nos membres pour vous apporter de manière pragmatique, très concrète et avec humilité des outils dans vos organisations pour amorcer des démarches de transformation. Voilà, je laisse la main à Annie. Et puis juste après, on aura un petit temps d'échange. Il y a un petit verre de l'amitié. On pourra échanger tous ensemble là-dessus. Vous pourrez poser toutes les questions qui vous brûlent la langue à Moïse ou à Annie. Merci Antoine. Donc Annie Boivin, je suis chef de projet chez Thésis. Et donc aujourd'hui, on vous présente une offre de service sur les nouvelles méthodes de travail, comme vous l'avez compris. Donc pourquoi cette offre de service aujourd'hui? Pourquoi on la propose aujourd'hui? Déjà, ça fait quand même oui, un certain nombre d'années qu'on travaille avec des nouvelles méthodes, des nouveaux outils qui nous ont été donnés par Sacha, entre autres, hein. On a été formés donc, depuis 2015-2016 et ça a été fait en partie dans le cadre des projets menés pour Territoire de soins numériques, TSN. Donc, c'est vrai qu'on peut être sceptique au début, c'est nouveau, ça fait ludique, ça peut être vu comme du jeu, mais on a vu que ça marchait vraiment, qu'on pouvait arriver dans un temps donné à se concerter, à arriver à des bons résultats. Donc, nous, on est convaincus, on a testé, c'est éprouvé, toutes ces méthodes. Et aussi, vous avez été nombreux à nous demander, voilà, comment nous, on peut importer ces méthodes dans notre structure, parce qu'on aimerait faire comme vous, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et bon, des fois, on fait des essais et on se bute à certains obstacles. Donc, voilà les deux principales raisons qui nous ont menés à proposer cette offre. Donc, pour bien comprendre vos besoins pour structurer l'offre, donc dans les dernières semaines, j'ai rencontré une vingtaine de personnes, dont certaines sont présentes ce soir. Donc, directeur, cadre, manager en santé, donc qui représentaient les différents collèges des adhérents de Thésis. Donc, les résultats, brièvement, hein, sur 2 diapos. Donc, 2 tiers, les questions étaient sur les réunions. Donc, c'est vraiment voulu que ce soit sur les temps collectifs, les réunions, pour que ce soit pratique aussi dès le début de la mise en place de l'offre. Donc, 2 tiers des personnes qui ont répondu estiment que la quantité de réunions est élevée, voire trop élevée. Et 1 personne sur 2 juge que ces réunions sont de moyennement efficaces à inefficaces. Donc, là, on parle de quantité et d'efficacité de réunion, mais qu'est-ce que les répondants identifient comme axe prioritaire d'amélioration? Donc, déjà, il y a optimiser le partage d'informations, que ce soit des informations autour des patients. Donc, ça peut être le dossier DUM, ça peut être le DPI. Donc, ces informations-là, on peut les partager peut-être en dehors des réunions, donc c'est possible, mais aussi les informations qui concernent l'organisationnel, l'administratif aussi. Donc, pourquoi on veut faire ça? C'est éviter que toutes les réunions soient sur du partage d'informations, mais qu'on puisse réfléchir, échanger, co-construire et qu'on utilise ce temps-là pour ça. L'autre axe prioritaire d'amélioration, donc ça ne va pas vous surprendre, hein, mais c'est de perfectionner les réunions en visioconférence. Donc, c'est revenu vraiment très souvent. Comme c'est en augmentation, mais qu'on ne sait pas trop comment faire, on essaie de faire comme on peut, mais on se rend compte qu'on perd le lien parce que de plus en plus, les réunions, on veut éviter de faire la route, c'est bien, mais on ne se voit plus, on perd le lien, le contact et aussi l'attention pendant les réunions. Donc voilà, on a tous vécu ça, hein, des gens qui décrochent assez vite, on ne sait plus trop s'ils sont encore là.
Et donc, on sent bien qu'il y a un besoin de méthodes, de nouvelles façons de faire pour perfectionner ces réunions en visio, mais les réunions aussi, bien sûr, de manière générale. Donc, dans les questions, il y avait qu'est-ce qu'une bonne réunion? Donc, les caractéristiques d'une bonne réunion. Donc, dans le nuage de mots, c'est par ordre d'importance. Donc, une réunion qui est préparée, cadrée, sans tout lire ici, hein, mais que tout le monde participe, qu'il y a un espace de confiance où on sent qu'on a une liberté pour s'exprimer. Et donc, voilà, à la lumière de tout ça, on vous propose aujourd'hui donc une offre qui peut vous aider à arriver à des réunions qui peuvent ressembler à ça. Donc, pas des gadgets nécessairement, hein. Surtout pas des gadgets, mais vraiment des techniques un peu comme ce dont a parlé Sacha. Donc, voilà. Et donc, ce qu'on vous propose concrètement, c'est déjà, nous, en première ligne, de pouvoir vous accompagner en faisant déjà un diagnostic flash de vos besoins. Je décrirai un petit peu ce qu'on entend par là après. Une sensibilisation massive des collaborateurs de votre structure. Et en même temps, bien, évidemment, le pilotage et l'animation de l'offre régionale. Donc ça, c'est Thésis qui fait ça. Ensuite, en deuxième ligne, bien, vous aurez accès à un catalogue avec des prestations externalisées, donc avec une mutualisation des coûts pour les adhérents, comme vous avez l'habitude de faire ici. Et donc, que ce soit pour des formations, par exemple, pour des outils collaboratifs type Klaxoon, Miro ou encore du mind mapping, donc c'était revenu aussi dans les demandes, ou encore d'autres prestations pour de la facilitation graphique, par exemple, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser dans le catalogue, ou encore un accompagnement pour la mise en œuvre et d'un plan de transformation. Voilà. Donc, globalement, la démarche, on a l'habitude souvent, un peu comme disait M. Fontaine, hein, de penser un plan de transformation, l'équipe de direction réfléchit ensemble, ensuite on forme les managers et après on se dit, OK, on implante ça avec nos collaborateurs, mais il se peut qu'on se bute à des résistances parce que les collaborateurs n'ont pas vraiment été impliqués. Mais bon, c'est souvent la façon la plus rapide de mener, ou en tout cas, c'est ce qu'on connaît. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est plutôt une démarche où on commence par la base, donc un premier niveau où on démarre avec les collaborateurs, où on les sensibilise aux nouvelles méthodes de conduite de réunion. Ensuite, on renforce les compétences des managers pour qu'ils tirent toute la puissance du collectif. Et enfin, on peut imaginer un plan de transformation avec l'équipe de direction, mais on sent bien que de cette manière, ça risque de faire prendre la mayonnaise plus facilement, en sensibilisant tout le monde dès le départ. Donc, concrètement, quand on parle des 3 niveaux, donc dans le niveau 1, pour tous les collaborateurs, ce qu'on prévoit, c'est un diagnostic flash pour évaluer la maturité, vos besoins. Et donc, ça peut se passer comme voilà, des rencontres un peu comme j'ai pu faire, mais en allant un petit peu plus en profondeur avec des directeurs, des managers et autres. Également, c'est possible aussi d'observer des réunions, 1 ou 2 réunions, voir comment ça se passe pour pouvoir voir où est-ce qu'on pourrait améliorer les choses. Et enfin, on peut arriver avec un plan d'action pour voir quelles pourraient être les prestations pertinentes et puis surtout adapter la sensibilisation qu'on veut faire avec vos collaborateurs. Donc concrètement, on parle de sensibilisation massive, mais de quoi on parle? Alors, on vous propose, lors des sensibilisations, de donner un Bertel. Donc, le Bertel, vous connaissez, c'est le petit sac à dos qui est fait avec les feuilles de Vacoa ici à La Réunion et à Madagascar. Donc, le Bertel qui sera en fait le kit des réunions collaboratives et efficaces. Et dedans, ce qu'on retrouverait finalement, comme le disait Sacha au début, dans un temps collectif, une réunion, il y a différents temps. Donc, il y a le temps d'inclusion avec un icebreaker. Après, dans la réunion ou le temps collectif, si on veut partager une vision ou faire un brainstorming ou autre, on a besoin d'outils. Donc, dans le Bertel, on aurait des fiches outils pour chacun de ces temps et puis un petit guide qui vous dit, ben voilà, en fonction des objectifs, quel outil vous pouvez utiliser. Donc, ça, c'est en cours de construction. Et donc, dans les sessions de sensibilisation, formation avec les collaborateurs qu'on propose, du coup, c'est d'utiliser les outils du Bertel concrètement, de mettre les gens en situation. Comme ça, une fois que vous repartez avec le Bertel, vous savez quoi faire tout de suite dans votre équipe. Donc, il faut que ce soit concret et que vous soyez capable de mettre en place rapidement, parce que c'est ce qu'on a compris qui était la priorité. Donc, le niveau 2, finalement, c'est d'aller renforcer les compétences des managers pour vraiment qu'ils soient en mesure d'utiliser ces outils avec leur équipe. Et donc, voilà, on souhaite identifier des ambassadeurs qui soient accompagnés individuellement, mais aussi via des groupes de partage d'expérience. Et lors de ce niveau 2, on pourra mettre en place les prestations qui auront été
identifiés lors du diagnostic pour vous. Et enfin, le niveau 3, là, ici, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un niveau qui est personnalisable. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas très précis parce que ce sera en fonction de ce qui sera fait dans le niveau 1 et niveau 2. Donc, ce qu'on peut imaginer, par exemple, c'est que si vous avez une idée d'un plan de transformation, on peut voir avec vous pour vous accompagner sur un atelier pour construire une vision avec l'équipe de direction. Et ensuite, on peut imaginer que chaque directeur dans son service va faire un atelier aussi pour voir avec son équipe comment il peut décliner la vision stratégique de la structure dans l'équipe concrètement et vraiment impliquer les collaborateurs. Et comme les collaborateurs auront déjà été sensibilisés normalement à ces nouvelles méthodes, ça risque de prendre plus facilement que traditionnellement, on va dire. Après, c'est sûr que ce qu'on n'a pas dit par rapport à cette offre, c'est qu'il faut quand même, dès le départ, avant de commencer par la base, un engagement fort de la direction. Donc, je ne sais pas, Frédéric, si toi, tu avais quelque chose à ajouter. Je suis Frédéric Broquier, donc je suis l'administrateur du GCS Thésis et je suis aussi directeur dans une structure sanitaire, le groupe Clini Futur. Voilà, je l'ai dit. Donc je voulais juste témoigner, j'ai participé comme certains d'entre vous effectivement à ce qu'on a pu constater. Et moi, je voulais juste apporter le témoignage déjà, remercier ceux qui ont participé et vous remercier d'être là et le travail qui est fait par l'équipe de Thésis avec l'Agence régionale de santé. Et ce que je voulais simplement dire, c'est qu'effectivement, les dirigeants, et monsieur, vous l'avez montré tout à l'heure, l'implication sans faille des dirigeants est une condition nécessaire en fait à la réussite. C'est-à-dire même si on part de la base pour que cette méthode bottom jusqu'à up, c'est une méthode qui va donner des turbulences, qui va faire poser des questions, qui va mettre dans l'inconfort un certain nombre de collaborateurs qui vont perdre leurs repères. C'est clairement une transformation. Et de ce fait, voilà, mon humble témoignage, je l'ai vécu, vous l'avez certainement vécu aussi, c'est de dire, voilà, la direction doit être convaincue et doit être le promoteur, l'ambassadeur à tout moment de cette démarche que vous allez porter dans vos établissements. Voilà. Merci Annie. Et donc, on arrive vers la fin. Donc, pour ce qui est du modèle économique, donc le pilotage et l'animation de l'offre régionale, donc c'est avec le soutien de l'ARS qu'on peut le mener aujourd'hui. Et ensuite, quand on parle des prestations Thésis, donc les formations, sensibilisation pour vos collaborateurs, donc c'est facturé au prix coûtant de ce que coûte une journée d'un salarié chez Thésis, donc à 600 € au jour. Et après, quand on parle des prestations qui sont dans le catalogue, c'est des tarifs négociés et c'est facturé directement à l'utilisateur, donc à l'adhérent. Voilà. Et puis oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est en cours de certification Calliope pour notre formation là, à Thésis qu'on est en train de monter. Voilà. Donc, pour terminer, on aurait aimé avoir vos retours. Et pour ça, on va rebasculer sur le Mentimeter de Sacha, si Sacha est toujours avec nous. Pendant qu'on opère la technique, je voulais vous rappeler, on n'est Yes. pas un cabinet de conseil, on n'a pas vocation à se substituer à une offre intéressante sur voilà, on est un outil au service de nos membres. Et c'est sur votre demande qu'on fait ce genre d'offre de service qui fait sens, hein, mais aussi sur l'impulsion de l'ARS. Et on complète, l'idée c'est d'amorcer, de piloter et d'être le garant d'une certaine forme de qualité de service et de cohérence. Mais l'idée c'est de s'appuyer sur des prestataires qui seront retenus à l'issue de marchés publics, de manière à pouvoir construire une offre étoffée, et répondant parfaitement à vos besoins, mais aussi en s'appuyant sur l'écosystème local, en tout cas des entreprises diverses et variées, répondant aux besoins pour venir compléter. Mais on souhaite garder la main sur le pilotage global pour en garantir une certaine qualité et avoir la maîtrise, mais délivrer un certain nombre de formations, actions, et après laisser la main à des prestataires qui viennent compléter cette offre. Voilà Sacha, sur le... Ah ben voilà, vous avez déjà tout compris. Hein. Ouais, c'est sur le même lien que vous aviez tout à l'heure. Hein. Donc, si vous l'avez perdu, www.menti.com, le code qu'on va vous demander est le 19 04 76 01. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont pu. On va vous demander un petit nuage de mots. Il y a un petit biais qui va jouer, hein, vous mettez tous intéressant, puis on n'en parle plus. Ben voilà. Il y a deux autres petites questions.
Ah, il y a 2 autres petites questions. Inspirant, intéressant, pousse à la réflexion, complexe à décliner. On est conscient, on essaiera d'être le plus pragmatique possible. L'idée, c'est de vous fournir des outils, du concret, et puis de l'ajuster aussi avec vous, hein, au regard de ce qu'on construira ensemble. Mais je pense que voilà, tout ça, on l'a éprouvé depuis 2015 sous l'impulsion de l'ARS. Je voulais aussi remercier l'agence régionale parce que c'est né aussi de sa vision, c'est né de territoire de soins numériques. On l'a mis en œuvre ici, on a essayé d'évangéliser, en tout cas, sans faire de prosélytisme. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Je pense que ça a fait bouger aussi pas mal de lignes dans les organisations. Et on souhaite aller plus loin aussi, toujours dans le cœur de nos missions, qui est d'accompagner les grands programmes de l'État, d'accompagner nos membres dans la transformation du système de santé, qui est encore engagé pendant plusieurs années sur le volet numérique, mais aussi sur le volet organisationnel, humain, managérial. Et si on peut apporter des réponses à nos membres, on sera très heureux de le faire. Voilà, merci beaucoup à tous. On revient vers vous. Vous avez un petit livret qu'on va vous filer et puis un petit verre de l'amitié avec un petit truc à grignoter. Comme ça, vous pourrez aller directement vous coucher. Merci à distance. Bonne soirée à tous.